mais ils sont tout simplement en recherche d'émotions et faire comme les copains. Regardez ce chiffre, Yvonne. Un enfant sur 4 a déjà été incité à jouer à un de ces jeux, soit environ 2 millions d'enfants. C'est absolument énorme. On va ouvrir la première partie de notre émission Danger à la récré. Et je voudrais qu'on salue Sébastien. Sébastien, votre fils Mathieu a été la victime de violences au sein de son école. C'était en novembre 2008. Quel âge avait-il ? Il avait 12 ans à l'époque. Que s'est-il passé exactement, Sébastien ? En fait, c'est un jeu, le Petit Pont Massacreur, qui s'est joué dans la cour de récréation. Et il y a un enfant qui a pris un petit pont par les autres petits copains, la récré a sonné. Donc alors juste, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce jeu ? Le Petit Pont Massacreur, c'est le fait de passer une balle comme au foot, un geste technique de foot. On passe une balle entre les jambes d'un enfant et si on y arrive, on doit lyncher, et je dis bien lyncher, l'enfant qui a pris le petit pont, quoi. Et c'est un jeu qui s'est passé à la récréation. Et à 3h30, la cloche a sonné pour pouvoir reprendre les cours. Donc ils n'ont pas eu le temps de tabasser l'enfant. Ils se sont retrouvés dans le vestiaire après le sport pour pouvoir lyncher le gamin. Mon fils n'a pas voulu participer à ça. Et quand il a été mis dans le vestiaire, on l'a attrapé et puis lynché de coups pendant un bon bout de temps apparemment. C'est aussi une soi-disant règle de jeu. C'est si tu veux pas taper le petit camarade, et c'est toi qu'on tape, quoi. Donc c'est parce qu'il a refusé qu'il a été lynché. Voilà. C'est la directrice du collège qui vous a alerté. Dans quel état était votre fils lorsque vous êtes allé le chercher à l'infirmerie ? Il avait un œuf d'autruche sur la tête, une énorme bosse, il avait des rougeurs partout, des marques de chaussures partout parce qu'ils l'ont lynché. Et il avait des propos complètement incohérents. C'était où je suis, est-ce que je suis à l'école, est-ce que l'école est finie Et le seul mot qui revenait sans arrêt, c'est j'ai pas voulu rentrer dans le vestiaire. Et c'est tout ce qu'il se rappelle en fait, parce qu'il se rappelle plus du tout de son histoire. Et ensuite, les SAMU l'ont pris, l'ont transporté à l'hôpital. Vous nous direz dans quelques instants ce que les médecins ont diagnostiqué. Christine, bonjour. Bonjour. Christine, le 17 novembre 2007, Noélanie, votre fille de 8 ans, a été transférée d'urgence en réanimation. Racontez-nous ce qui s'était, selon vous, passé. Elle est sortie de l'école, donc le 16 novembre. Elle avait mal à la tête, elle était lente, elle marchait vraiment au radar, mal au cou. Elle avait des vaisseaux rouges éclatés dans les yeux. Voilà. C'était au mois de novembre, je me suis dit, bon, elle n'a pas de fièvre, ça ne doit pas être si grave. Bon, seulement, quelques heures plus tard, son état s'est empiré. Quand ? Le soir même ? Non, dans l'après-midi, elle s'est endormie. D'un seul coup, elle s'est mise à convulser. On a appelé les pompiers, le SAMU sont venus. Et malheureusement, elle est décédée. Les conséquences d'une anoxie cérébrale qui a entraîné un manque d'oxygène en fin de compte. L'anoxie cérébrale, c'est le manque d'oxygène qui a occasionné les strangulations répétées. Et que même si en apparence elle s'endormait, comme on dit, fait dodo en quelque sorte, perdait connaissance, le manque d'oxygène que ça a provoqué a abîmé le cerveau, qui a souffert, qui a gonflé. Ça fait un œdème, c'est ce qu'on appelle un œdème cérébral. Il a gonflé. Et elle avait 8 ans. Est-ce que vous pensez que votre fille a été elle aussi victime d'un jeu ? Ça s'appelle un jeu du bouc émissaire. Drôle de jeu. C'est-à-dire qu'on prend un enfant parce qu'il a une petite différence, parce qu'il est gros, parce qu'il est handicapé, parce qu'il est précoce intellectuellement, ce qui était son cas. Précoce intellectuellement ? Oui. C'était sa différence ? Et elle était noire. Voilà, les deux choses. Est-ce qu'elle-même se sentait en danger ? Oui. Ah oui. Elle avait alerté elle-même, à notre insu, l'école, maîtresse, directeur, tout le monde de l'école. Un gendarme qui l'avait aidé quelques mois avant lors du signalement d'enfants en danger, qui lui avait dit c'est un problème, il faut me le dire, il ne faut pas garder ça pour toi, j'aimerais te défendre. Donc elle a écrit une lettre de détresse à ce gendarme. Il n'a pas eu cette lettre malheureusement. Les gendarmes sont venus plus d'un mois plus tard pour nous dire qu'ils avaient reçu une lettre de détresse de la petite. Et où elle disait qu'elle se sentait en danger, qu'elle allait mourir, que l'enfant, elle nommait l'enfant, allait finir par la tuer de ses étranglements, qu'elle tombait dans les pommes et qu'il donnait des coups de pied dans le corps pour la réveiller. Et que de toute façon, elle allait finir par en mourir. Elle demandait protection au sein de la cour. Et pendant cette période-là, elle ne vous en a pas parlé à vous ? Non. Non.
Personne de l'école ne vous en a parlé. Est-ce que vous avez fait la démarche d'en parler à son institutrice? Disons que, comme je vous dis, nous n'étions pas au courant qu'elle se faisait étrangler. Voilà, du tout. Il y a une phrase, Christine, une phrase écrite par votre fille à ce gendarme qui résonne encore en vous régulièrement. Quelle est-elle? Cher gendarme, aide-moi. Je vais mourir. Peux-tu me protéger? Voilà. Entoure la réponse. Oui ou non, entoure la réponse. Magali, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le 16 novembre 1995 est une date que vous n'oublierez jamais, vous non plus. Pour quelle raison? Matin, comme tous les matins, je dépose mon fils Benjamin et Émilie, ma petite fille qui avait 1 an d'écart, à l'école. Benjamin avait quel âge? Benjamin avait 10 ans et Émilie avait 8 ans et demi. Benjamin se retourne et me dit « Ce soir, maman, je t'aime hein. ». Et puis il m'envoie un bisou, je le regarde partir dans sa cour. Et je me précipite dans la journée au chevet de mon mari qui devait avoir une opération, il avait eu un accident de travail. Et je reçois un coup de fil bizarre à 4h15, 4h20. « Est-ce que vous pouvez venir à l'école, s'il vous plaît, tout de suite ?» Je ne cherche pas à comprendre, je monte. C'était ma maman qui avait eu un appel du directeur de l'école. Quand j'arrive devant l'école, le directeur me dit « Je vous rends Émilie, mais je ne peux pas vous rendre Benjamin parce qu'il est mort cet après-midi. » Je dis « La quoi, Benjamin ?» On ne sait pas, mais en tous les cas, il a choisi l'école pour mourir. Hein. On pense que c'est un suicide. Ça a été la première réaction qu'il m'a dit. Là, je me suis arraché les cheveux, j'ai demandé où était mon fils. On m'a dit il est à l'hôpital, à côté de où on habitait, quoi, la ville. J'ai foncé. Après avoir confié Émilie à quelqu'un, je suis partie à l'hôpital. J'ai attendu 1 heure. Et c'est une maman qui m'a dit mais Benjamin, il est encore à l'école, il a fait 2 arrêts cardiaques, il a emmené Robert Debré avec la motard et la SAMU. Et j'ai foncé. Et quand je suis arrivée à Robert Debré, j'ai vu mon petit garçon de 10 ans sortir de la SAMU, tout équipé. L'infirmier qui était là, il m'a dit « Mais c'est trop con, madame, c'est trop con. » Que s'était-il passé exactement? Je le découvre que 3 ans après, parce que je n'avais pas su au départ ce qui est arrivé à Benjamin. Je découvre tout simplement que Benjamin jouait avec un copain dans les toilettes de l'école. T'es pas capable, t'es un lâche, t'es un bouffon, toi t'es pas capable de t'étrangler. Et apparemment Benjamin aimait bien faire le pitre, aimait bien rigoler, et il était en défi, et un petit garçon de 10 ans, on ne le met pas en défi. Et on l'a retrouvé entortillé 3 fois autour du cou avec les sumas, à 5 mètres de sa classe. Et pendant la classe, comment avait-il pu échapper justement à l'attention de son institutrice? Je crois que Benjamin a emporté ce secret-là dans sa tombe. Les seuls témoins oculaires qu'on a à l'époque, c'est 2 enfants qui disent dans les investigations de la police, Benjamin est sorti à 4h moins 10. Je le sais parce qu'il est à côté de moi pour aller faire pipi. Il a demandé à aller faire pipi. Et à 4h30, je veux bien comprendre qu'il y a eu une panique totale puisque ça devait sortir dans tous les sens. C'est un copain qui a vu la tête de Benjamin comme ça, qui était sur le côté, à 5 mètres des toilettes, dans le hublot, et qui a crié « Benjamin, il joue, il est rigolo, il joue, il saigne ». Et une maîtresse s'est précipitée dans les toilettes pour voir que Benjamin saignait du nez et qu'il était étranglé à l'essuie-main. La suite des histoires de nos invités, juste après ces quelques messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Votre enfant a été victime de bizutage. Votre fils ou votre fille garde des séquelles de cette épreuve humiliante. Pour votre enfant, le bizutage a mal tourné. Vous avez vous-même été victime d'actes dégradants et vous ne parvenez pas à oublier. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Depuis 4 ans, plus de 6000 invités nous ont fait partager leur expérience. Aujourd'hui, nous reprenons de leurs nouvelles. En 2007, nous avions fait la rencontre de Clément, un jeune homme plutôt beau garçon et pourtant complexé par son physique. Non, moi je me trouve super moche quoi. Qu'est-ce qui vous plaît pas chez vous dans votre visage par exemple? Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les cheveux. Je saurais toute ma vie
abject. Quelques mois plus tard, Clément était revenu nous donner de ses nouvelles. Les nombreux courriers qu'il avait reçus après l'émission l'avaient rassuré sur son physique. Puis l'émission, quand même, ça va beaucoup mieux, vu que j'ai eu des mails et des personnes qui m'ont trouvé beau. Donc je me dis que c'est vraiment subjectif. Le physique, c'est subjectif. 2 ans plus tard, c'est un nouveau Clément que nous retrouvons à Toulouse. Bien dans sa tête et bien dans sa peau. Avant, jamais j'aurais osé aller dans une salle de muscu devant tout le monde. Je me trouvais trop maigre. Aujourd'hui, je suis beaucoup mieux dans ma tête, beaucoup mieux dans mon corps. J'ai repris confiance en moi. Mon corps, c'est plus un ennemi. Je me sens absolument plus complexé. J'ai retrouvé la paix avec moi-même. Après la séance de musculation, direction le studio d'un photographe. Allez, vas-y, avance. Car Clément se destine désormais au métier de comédien. Regarde-moi. Je te montre un peu ce qu'on a fait. Celle-ci avec les billets de... Ouais. Non, celle-là, c'est ma préférée. Ta préférée? Ouais. Bon. C'est super, franchement super. Le talent, il a confiance en lui, il est sûr de son image surtout, ce qui est déjà un gros progrès. Aujourd'hui, je passe des castings, je fais des photos. Il y a 2 ans, pour moi, c'était absolument pas envisageable. Je me suis enfin réconcilié avec mon image. 2, 3. Je vis mon rêve. Cette confiance en lui, il l'a également gagnée avec les filles. Marie, la sœur de Clément, et Christelle, sa meilleure amie, ont constaté un changement radical. Avec les filles, ça se passe quand même beaucoup mieux. Oui, avant, on te disait d'aller voir une fille, je ne comprends pas pourquoi tu ne voulais pas y aller, quoi, alors qu'aujourd'hui, tu y vas sans aucun problème. Excusez-moi, je regarde depuis tout à l'heure et puis je vous ai trouvé charmante. C'est vrai qu'avant, moi, avec les filles, je n'osais pas, j'avais peur de leur parler. Maintenant, tu es passé d'introverti à complètement extraverti. Ouais. C'est sûr, je suis un autre homme. Sur le plateau de toute une histoire, avec des histoires terribles aujourd'hui, quand la violence s'invite dans les cours de récré. C'est le thème que nous avons choisi pour cette émission. On va avancer avec l'histoire de Sébastien. Sébastien, vous nous disiez que Mathieu était âgé de 12 ans lorsqu'il a été roué de coups par des camarades de classe. Il a très vite été transporté à l'hôpital. Après examen, qu'ont découvert les médecins qui s'occupaient de lui? Un traumatisme crânien et des multiples contusions. L'agression a eu lieu, je crois, en 2008. Est-ce qu'il a encore des séquelles aujourd'hui? En fait, sur le traumatisme crânien, seul l'avenir nous le dira, parce qu'on ne sait pas, il peut avoir des migraines, ça peut être plus compliqué, on n'en sait rien du tout, c'est au niveau du cerveau. Et sinon, mentalement, énormément, c'est plus du tout le même enfant qu'on a eu avant. Avant, c'était un gamin... Gay. Un gamin gay, ouais. Vif. Calme, je veux dire, sans histoire, il provoquait personne. Et maintenant, c'est toujours sur la défensive, toujours à pas supporter ses petits frères, rien quoi. Il a peur? Non, pas vraiment peur. Le fait de... Même à l'école, entre guillemets, il s'est fait lyncher, enfin non pas entre guillemets, il s'est fait lyncher dans son ancien collège. Aujourd'hui, comme il y a beaucoup d'enfants le sait, en fait, ce qu'il veut pas faire voir, c'est son côté qu'il a eu avant. Donc, il veut faire voir tout de suite que qu'il va pas se laisser faire. Il va toujours monter au créneau pour un an, quoi. Mais il a changé de collège? Oui, 2 fois. Sébastien, ce que vous dites est très important parce que votre fils est en colère, bien sûr, d'une part, mais il y a aussi un élément qu'on ne souligne pas suffisamment, c'est ce qu'on appelle l'identification aussi à ses agresseurs. Donc, il devient un petit peu comme les caïds qui l'ont un peu tabassé, cette forme de lynchage, c'est sa manière à lui d'exprimer sa colère et de devenir inconsciemment, il veut pas être comme, mais c'est ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur, il veut être aussi fort pour ne plus, d'une part, se faire agresser et aussi faire payer la dette aux autres. Mais alors, d'après ce que vous dites, Yvonne, c'est plutôt positif? C'est positif. Comme réaction. Oui, c'est positif. C'est la première étape de la reconstruction. Donc, de la première étape de la reconstruction, après le choc, il y a effectivement la colère. La colère qu'on reste stocké. Et l'étape suivante, c'est effectivement l'identification à l'agresseur. Et après, il redevient calme et il se reconstruit. Si je dis ça, c'est pour vous donner un petit peu d'espoir. On voit que vous êtes encore très, très touché par cette histoire et très touché de voir votre petit garçon réagir comme ça aujourd'hui. Oui, parce qu'à la base, on n'est pas non plus des parents super violents. On a toujours fait attention, toujours battu pour eux, quoi. Et du jour au lendemain, suite à ça, en plus, on a quand même l'adolescence qui s'y met parce qu'aujourd'hui, il a 14 ans. Donc c'est tout un complément qui fait qu'il a plus vraiment le même caractère qu'avant, quoi. Qu'avez-vous décidé après l'accident ?
On a porté plainte contre X parce qu'on a fait une petite enquête pour savoir ce qui s'était passé plus ou moins. Et on a appris que c'était le petit pont massacreur. Donc on a porté plainte contre X et après on est passé au tribunal. Est-ce que l'école vous a aidé dans ces démarches ? On va dire oui et non.